on peut pas faire sur le long terme ce qui ne nous plaît pas, ce qui ne nous anime pas. Personnellement, je crois pas à l'équilibre de vie en fait. Ouais. Je crois au déséquilibre choisi. Il y aura toujours des gens qui vont trouver ce que tu dis ou ce que tu fais bizarre ou ridicule. Tous les jours, je postais peut-être entre 3 à 5 fois par jour avant de me lancer sur Instagram. J'avais peur du regard des personnes que je connaissais. Quand je faisais mes études, j'ai séché un semestre entier d'une matière pour pas passer devant la classe. Ce podcast est édité par Coleman Media, un label de podcasteurs spécialisé pour les coachs, les professions de l'accompagnement, les consultants. Comment est-ce qu'on crée une activité, une vie alignée ? Ah, c'est une bonne question ça. Déjà, je pense qu'il faut commencer par se poser la question, qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui me plaît ? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin ? Qu'est-ce qui réveille mon énergie et qui me donne la sensation de m'étendre plutôt que de me sentir contraint, tu vois ? Et je pense que quand tu commences à te connecter vraiment à cette question-là et à te connecter aux sensations de ton corps, à ce que ton corps te dit, à tes intuitions, plutôt que à ce que tu penses que les autres veulent que tu sois, ou à ce que les autres te projettent, parce que je pense qu'on est énormément influencé par les autres en se disant il faut que je fasse ça pour plaire aux autres, il faut que moi aussi par exemple il faut que je sois entrepreneur parce que c'est hyper glamour, c'est hyper bien vu, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent pas assez la question qu'est-ce qui me plaît à moi en dehors de ce qui est bien vu, en dehors de ce qui est valorisé par une majorité de personnes, tu vois. Donc je pense que ça commence par là. Et puis ensuite, je trouve qu'on se donne pas suffisamment la possibilité d'explorer en fait, tu vois, de tester différentes choses, de se dire en fait c'est ok de pas savoir tout de suite ce que je veux faire ou ce qui me correspond ou ce qui est aligné à moi. C'est ok de tester différents trucs et de se dire en fait ce truc là il est pas fait pour moi, ce truc là je trouve que je me sens un peu plus éveillée quand j'en parle ou quand je le fais, et de se donner la possibilité de tester différentes choses jusqu'à trouver quelque chose qui te semble aligné et qui te fait vibrer en fait. Je pense que tu as donné déjà une réponse qui est très importante, c'est qu'est-ce qui t'énergise ou qu'est-ce qui te draine en fait. C'est ça. Pour atteindre un objectif que tu t'es fixé de façon complètement arbitraire parce que ton ego, la société ou toi-même tu t'es imposé tel truc, mais qu'en fait tout ce qu'il faut pour l'atteindre te draine. C'est exactement ça. C'est compliqué. En fait, si quelque chose te draine, si même à l'idée de faire quelque chose, tu sens ton corps prendre un peu la posture du fœtus et se refermer, c'est vraiment un signal qu'il faut écouter et qu'il faut prendre en compte, tu vois. On n'écoute pas assez notre corps, on n'écoute pas suffisamment les signaux qu'il nous envoie, alors que ces signaux, ils sont hyper importants et ils représentent vraiment une source de vérité à prendre en compte, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand des choses sont nouvelles, elles paraissent plus difficiles, et donc elles vont nous prendre plus d'énergie, et puis on va anticiper, avoir de la peur, avoir donc de la crispation, etc. Je te donne un exemple qui me fait penser à ça. Parler en public, pour moi, c'était une de mes plus grandes angoisses toute ma vie. Bienvenue dans la team, moi aussi. J'ai lu ça l'autre fois, c'est la plus grande peur des Français devant la peur de la mort. Oui, c'est exactement ça. Et ça ne m'étonne pas. Et du coup, parler en public, aujourd'hui, même si ça s'améliore, me prend de l'énergie, me fait peur, me crispe, m'épuise, etc. Pour autant, plus je le fais, plus c'est facile, plus je m'améliore, plus je prends de plaisir quand j'y suis. Ouais. Et donc, j'ai l'impression qu'il faut faire attention à qu'est-ce qui me draine parce que ça me draine, point. Et qu'est-ce qui me draine parce que ça me sort de ma zone de confort et que j'aime pas ça, quoi. Je suis bien dans ma zone de confort, moi. Ouais, c'est une super bonne question là que tu poses. Et c'est fou parce que c'est vraiment un questionnement que j'avais ces derniers temps où je me disais comment savoir si quelque chose te draine et te fait peur simplement parce que ça te demande de sortir de ta zone de confort, mais c'est quand même aligné avec ton rêve, avec ta vision. Ou est-ce que cette chose-là te draine et te fait peur, ou en tout cas te draine parce que ton corps le rejette, t'as pas forcément envie de le faire en fait. Ça vient pas de ton désir à toi. Exactement. Ça vient d'un désir imposé par l'extérieur. Exactement. Il y a des personnes qui n'ont aucune envie de parler en public, par exemple, tu vois. Mais il y en a, comme toi ou comme moi, par exemple, qui ont peur de parler en public, ou en tout cas ça a été une peur pendant longtemps, mais on sait que le fait de surmonter cette peur va nous permettre de matérialiser notre vision, matérialiser nos rêves et mettre en place ce qui est justement aligné pour nous.
Et donc, dans ce cas-là, c'est important de se donner la possibilité de faire face à ses peurs Mais là aussi, il faut aussi quand même être stratégique et se dire, ok, je sais que ça va me prendre beaucoup d'énergie. Donc, comment est-ce que je fais pour me consacrer à cette peur, enfin, à affronter cette peur, à sortir de ma zone de confort, sans me brûler, en fait, tu vois, sans brûler, peut-être que je vais prioriser le fait d'affronter cette peur par rapport à d'autres choses qui me prennent de l'énergie habituellement, tu vois. Ouais, pas tout faire en même temps, pas tout faire trop violemment. Exactement. Mais moi, je le vois, tu vois, c'est un truc avec mes clients régulièrement, faire des appels, publier du contenu sur les réseaux, aller parler aux gens en message, ça leur demande beaucoup d'énergie, ça les draine beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude, parce que c'est nouveau, parce que c'est difficile, parce qu'ils ne savent pas faire, etc. Et 90%, je dirais, une fois qu'ils sont habitués, qu'ils le font bien, que c'est facile, ils prennent énormément de plaisir à le faire. C'est vrai. Et il y en a 10%, c'est toujours pas le cas. Même quand ils sont devenus bons, ok, très bien, il faut faire autrement. Il faut changer. C'est ça. En fait, je trouve qu'à un moment donné, si tu vois que on peut pas faire sur le long terme ce qui ne nous plaît pas, ce qui ne nous anime pas. Si tu t'efforces d'entreprendre quelque chose parce que tu penses que ça va te rapporter de l'argent, que ça va te rapporter de la reconnaissance ou un manque, un vide que tu as en toi que tu n'as pas encore comblé, il y a un moment donné où ça va t'épuiser parce que tu ne seras pas connecté à une source qui est plus profonde en fait, tu vois, à une volonté qui est plus profonde et à une source une raison d'être en fait, tu vois. Donc c'est vrai que quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, quand tu sais ce qui t'anime vraiment et que tu es connecté émotionnellement à la raison d'être de ce que tu fais, malgré les moments où c'est difficile, malgré les moments où tu es épuisé, où tu es drainé, tu vas trouver des outils, des moyens de recharger tes énergies, tes batteries et de continuer, tu vois, je trouve. Et du coup, l'enjeu, c'est de tester de plus en plus de choses jusqu'à trouver là où on a profondément envie d'aller, malgré la peur, malgré la méconnaissance, etc. Et une fois que tu as trouvé ça, d'aller à fond là-dedans, quoi. Moi, je vais donner mon exemple. Ouais. J'ai toujours su que j'étais passionnée par la nature humaine, par la psychologie, le comportement humain. Pourquoi est-ce qu'on agit comme on agit, comment les relations fonctionnent. Par exemple, moi, j'ai été harcelée à l'école, donc je voulais comprendre comment m'intégrer dans un groupe. Tu vois, c'était vraiment un gros sujet pour moi. Je pense que c'est important de savoir ce qui t'anime et ensuite de te dire, justement, je vais tester différentes choses. Moi, j'ai pas toujours su que j'allais faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai toujours su que c'était ma passion, mais j'ai pas toujours su que j'allais l'exprimer de cette manière-là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense que parfois, on est trop focalisé sur le comment. Comment je vais arriver là où je veux aller, plutôt que de se poser et de se dire, mais où est-ce que je veux aller déjà pour commencer, tu vois ? Quel est mon objectif ? Quelle est ma vision ? Le comment, il va venir, en fait, tu vois ? Il y a une citation que j'adore qui dit, je sais plus de qui elle est, mais elle dit, quand tu marches sur le chemin apparaît, tu vois ? C'est en marchant sur le chemin que le chemin apparaît. C'est en prenant des actions que tu commences à voir dans quelle direction tu veux t'orienter, tu vois. Ouais, t'as aussi cette phrase « Start with the why, the how will take care of himself ». Voilà, exactement, c'est ça. Non, c'est ça, exactement. C'est... En fait, au lieu de se demander comment, tu te focalises sur pourquoi, qu'est-ce que je veux et pourquoi je le veux. Ouais. Et quand t'es clair sur ces deux questions-là, tu peux avancer sereinement et te dire que le comment, il va se... Moi, j'ai pas toujours su que j'allais faire des vidéos, j'ai pas toujours su que j'allais coacher des personnes, que j'allais lancer des formations. Le comment, en fait, je savais pas que ça allait être comme ça, tu vois. Mais plus tu te connectes à ton pourquoi et à ce que tu veux faire, et le comment... Il y a un truc qui est important aussi, tu me diras ce que t'en penses. Je vois beaucoup de gens dire, une fois qu'on a son pourquoi, c'est bon. Et ils ont l'impression que le comment va tomber du ciel comme par miracle, et alignement divin, énergétique, je sais pas quoi. Et moi, je comprends ça différemment, en fait. Je comprends, trouve le pourquoi. Ouais. Tu vas avoir une idée du comment, et tu vas savoir chercher qui peut t'expliquer le comment, ou alors où est-ce que tu peux le trouver, en fait. Ça peut être sur YouTube, dans un livre, etc. C'est pas que le comment va tomber du ciel, c'est que ça va être facile de trouver où il est. C'est très vrai. Moi, je suis d'accord avec ça, dans le sens où... Après, je trouve qu'on... Personnellement, je trouve qu'on met peut-être parfois...
En fait, on se dit, ok, c'est quoi mon pourquoi ? Mais en fait, déjà, tu peux avoir plusieurs pourquoi. Tu peux avoir plusieurs raisons de faire ce que tu... quoi. Et ça évolue. Mais c'est vrai que le comment, c'est sûr qu'il va pas tomber du ciel. Mais quand tu te poses vraiment la question, qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Quand tu penses, par exemple, moi, il y a une question que j'aime bien me poser, c'est qui est-ce que j'admire ? Pourquoi est-ce que j'admire ces personnes ? Qu'est-ce que j'admire chez elles ? Quelles actions j'admire chez elles ? Quels traits de personnalité ? Et quand je me pose ces questions, j'ai une idée assez claire de ce que moi j'aimerais faire, ou de ce que moi j'aimerais incarner, ou des valeurs que moi je veux transmettre aux autres, tu vois ? Parce que les personnes, les qualités que tu admires chez les autres, c'est des choses que tu as déjà en toi, mais que tu sais pas encore comment révéler, tu vois ? Et quand tu commences à te poser la question, bah ok, il y a ces personnes-là que j'admire, quel chemin elles ont pris, comment est-ce qu'elles ont appris, quelles erreurs elles ont fait, et là tu as une idée un peu plus claire de ok, bah je pense que ce chemin-là il me paraît pas mal, peut-être que je peux commencer à tester ces différentes routes en fait, tu vois. Aujourd'hui, toi tu fais beaucoup de choses, un podcast, toi ta présence sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tu fais du coaching, tu fais de la formation en ligne, tu es en train d'écrire un livre. Comment est-ce que tu gères de faire tout ça en même temps et d'avoir une vie à côté ? Et surtout, quelles sont les pensées qui t'ont le plus aidé dans ce développement-là ? Bah, c'est une bonne question. Alors, je vais être très, très, très honnête. Je vais être hyper honnête. Je vais pas vendre du rêve et tout en disant que j'ai pas un super équilibre de vie, pour être honnête, tu vois. Je me pose beaucoup de questions en ce moment sur ça parce que je pense que chacun peut trouver son équilibre à lui, tu vois. J'ai pas une vie sociale hyper chargée ou tu vois. Je pense que je suis vraiment très consacrée, très focalisée sur mon travail en ce moment. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Je mets aussi beaucoup d'importance à ma famille, à mes amis. Mais c'est vrai que j'ai tendance à investir la majorité de mon temps dans mon travail. Dans ces différentes choses que je fais, je dirais que c'est pas évident. Pour moi, ça reste un challenge de passer d'une tâche à une autre. C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Parce que je fais pas la même chose toute la journée, comme toi, par exemple, aussi, tu vois. Notre cerveau, il doit vraiment apprendre à passer d'un mode à un autre. Quand tu fais un podcast, c'est pas la même énergie que quand tu écris un livre, et c'est pas la même énergie que quand tu réfléchis à des idées pour des vidéos, ou c'est pas la même énergie que quand tu es en coaching, ou, tu vois. Donc, j'apprends vraiment au fur et à mesure à me focaliser et à rentrer dans chaque tâche avec le plus d'intention possible, le plus de présence possible. C'est pas quelque chose que j'ai pas encore réussi à maîtriser ça à 100%, mais c'est vraiment un de mes enjeux les plus importants, tu vois. Réussir à utiliser mon temps et à le répartir de sorte à ce que je puisse passer d'une tâche à une autre de manière efficace, tu vois. Personnellement, je crois pas à l'équilibre de vie, en fait. Ouais. Je crois au déséquilibre choisi. Donc si tu veux, il y a des périodes de ta vie, de façon intentionnelle, en fonction d'où t'en es, qu'est-ce qui est important pour toi. Ta vie, ce sera 90% business et 10% vie privée. Il y a des périodes, par contre, où ça va être 90% vie privée et 10% business. Et tu navigues, tu vois. Et moi, là où j'ai vraiment eu ce questionnement, c'est que ces 2 dernières années, on va dire, j'ai beaucoup travaillé pour développer l'entreprise en partant de zéro, pour faire ce que c'est aujourd'hui. Mais là, en fin d'année, moi, je vais être papa. Et donc, d'un coup... Félicitations. Merci. Et d'un coup, j'étais en train de me dire... au bordel, mon déséquilibre actuel choisi, ça va pas le faire. Intéressant, ouais. Alors déjà, pour pas faire une crise de panique, je vais avoir une psy. C'est bien. Je vais être papa, au secours. Ouais. Globalement, je caricature un peu, mais c'était ça l'idée. Après plusieurs semaines, ça va beaucoup mieux. Et là, du coup, tu vois, je peux prendre du recul de façon plus posée en me disant, ok, mon déséquilibre précédent ne peut pas continuer, il faut que je passe sur autre chose. Donc je vais rentrer dans une phase où, là, je suis en hyper structuration de mon entreprise, pour pouvoir avoir une phase où je suis beaucoup plus famille et beaucoup moins business dans les prochains mois, notamment les premiers mois de la vie de mon fils. Tu vois, ça va être hyper important. Mais c'est du jonglage toujours, en fait. Et alors moi, il y a un truc qui m'a aidé au niveau de switcher d'une tâche à l'autre, c'est de pas faire 5 trucs différents dans la journée, en fait. C'est de faire du batching par demi-journée. Une journée enregistrement. Là, toute la journée, j'enregistre. Je vais avoir des journées où c'est journée réunion d'équipe. Toute la journée, j'ai des rendez-vous avec la team. Et ça t'aide ? Parce que tu restes focalisé sur T'as pas besoin de switcher de mode toutes les 2 heures.
Parce qu'en fait, il te faut une demi-heure à 1 heure pour te reconcentrer pleinement dans quelque chose et retourner dans une phase de flow. Ouais, c'est intéressant. Donc si tu fais 4 trucs dans la journée, t'as perdu 4 heures de concentration déjà, à switcher. Bah moi je pense que c'est un gros problème que j'ai en ce moment. Et c'est intéressant ton conseil de... Ouais, je trouve ça intéressant. Je l'ai regardé en fait chez des entrepreneurs encore beaucoup plus avancés que nous. C'est Ouais. des gens qui ont 10 boîtes à 10 millions par exemple. Tu vois. Ouais. Je sais, putain, comment ils font? Moi, avec une qui n'est pas à 10 millions, je m'en sors pas. Et en fait, ils ont une demi-journée telle entreprise, une journée telle entreprise. Telle demi-journée, c'est administratif et fiscal. Telle journée, c'est les urgences seulement. Et donc en fait, ils ont des blocs de temps par demi-journée avec souvent dans leur journée 1 à 2 heures de libre au cas où. Mais ils ont des blocs en fait. Ils font C'est vraiment du hyper time blocking. intéressant. Bah justement, c'est ce que tu dis, je trouve ça hyper intéressant et ça me fait penser aussi à un conseil que j'avais entendu d'un entrepreneur américain qui s'appelle Ed Mylett. Ouais, je vois qui c'est. Tu vois qui c'est? Et qui disait en fait que lui, il travaille par... En fait, il disait qu'il a 3 journées de travail dans une journée. Okay. Donc, par exemple, je crois qu'il disait qu'il commence... Bon, après, c'est un peu extrême, tu vois, mais il disait que... C'est ces Américains. Ces Américains, ils disaient entre 6h du matin à midi, j'ai une journée de travail. Entre, je sais pas moi, 14h à 18h, j'ai une autre journée. Entre, je sais pas, 20h à minuit, peut-être, j'ai un autre temps de travail, tu vois. Après, c'est très intense. Mais c'est intéressant de se dire, de se consacrer à une tâche... Je pense que l'intensité que tu mets aussi dans son activité dépend de ce que tu vas atteindre. Quelqu'un qui me dit je veux monter une boîte à 100 millions en 5 ans, tu n'auras pas de vie. Ouais. Ne crois pas une demi-seconde que tu auras une vie en fait. Par contre, tu me dis en 5 à 7 ans, je veux monter un business à 1 million par an. Ouais, il va falloir un peu bosser, mais c'est faisable. Tu bosses correctement 4 heures par jour. Si tu as 5 ans devant toi, c'est bon, tu vois. Ouais. Et encore une fois, après, ça dépend de plein d'autres facteurs qu'on ne peut pas prédire ici, mais au global, c'est largement possible. Donc la question, c'est toujours à quel point tu es ambitieux, à quelle vitesse tu veux l'atteindre, et la déduction de ça, c'est quels efforts tu vas devoir fournir, en fait, et quels sacrifices tu vas devoir faire. C'est exactement ça. C'est une très bonne question. Et je trouve que c'est pas évident de savoir y répondre, dans le sens où on n'a pas toutes les réponses, mais je trouve que c'est très bien d'aller justement vers des entrepreneurs qui ont justement fait le chemin que toi tu veux faire et de leur dire explique-moi un peu en fait comment ça fonctionne, qu'est-ce que je vais devoir fournir comme travail, etc. Que tu aies une idée peut-être plus claire de ce qui t'attend. C'est hyper important de s'entourer de gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Tout simplement, ce qui vont pouvoir te dire quelle est la réalité du chemin. C'est ça. Quand moi j'ai des clients qui me disent au secours, j'ai tel problème, je sais pas, mais c'est le premier. Tu vas en avoir 10 par mois des comme ça. La personne peut ensuite déjà dédramatiser, c'est normal, on l'a tous, et tu vas en avoir plus. Et elle peut alors choisir en conscience si elle veut cette vie-là ou pas. C'est exactement ça, c'est un choix. Franchement, c'est un choix et on est tous... Et je trouve ça intéressant ce que tu dis sur le déséquilibre choisi parce que... Je sais pas pour toi, moi je trouve que c'est en tout cas dans ma vie, ça a été un vrai sujet. Le sujet de me dire... Quand toi, tu as des priorités qui sont différentes de celles de ton entourage ou que tu as un rythme de vie où justement, selon eux, c'est peut-être un peu déséquilibré ou tu sacrifies certaines choses que eux considèrent importantes, tu peux très vite rentrer dans un truc où tu remets en question tes valeurs, tes priorités ou ton déséquilibre choisi du moment. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je trouve qu'on est quand même beaucoup dans la pression sociale. Ouais, la pression sociale, c'est pas juste soit un entrepreneur et gagne plein d'argent, c'est aussi, non, ne travaille pas plus que les autres ou ne sacrifie pas ce qui semble important pour une majorité de personnes, ou tu vois ce que je veux dire? Je m'entoure pas de gens comme ça, j'ai pas envie, en fait. Et globalement, sur mes choix personnels, je suis assez hermétique au jugement des autres. La seule personne qui a le droit d'avoir un avis que je vais écouter, dont je vais tenir compte, sur mon équilibre ou déséquilibre personnel, c'est ma femme. Les autres gens, s'ils me disent « tu travailles trop », je fais un sourire, je vais penser « je t'emmerde ». Fais ce que je veux, toi tu travailles pas assez. Je choisis mes trucs en fait. Si je fais trop de sport, c'est parce que j'ai envie. Si je fais trop de boulot, c'est parce que j'ai envie. Si je fais trop la fête, c'est parce que j'ai envie. J'essaye de m'entourer de gens qui soit sont pas du tout comme moi, mais me foutent la paix et me laissent être qui je veux, soit sont comme moi et donc s'en foutent. En fait, c'est ça. Je trouve qu'aujourd'hui, le plus important, finalement, c'est que t'es pas obligé... Moi, après, je suis contre le fait de s'entourer de gens qui sont uniquement comme toi. Comme tu dis, en fait, tu peux tout à fait t'entourer de personnes qui n'ont pas les mêmes priorités que toi. Si elles te laissent tranquille.
Mais il respecte en fait qui Ouais. tu es. C'est ça le plus important. Et c'est d'ailleurs la plus pure forme de respect ou d'amitié ou d'amour que tu peux donner à quelqu'un pour moi. Hein. C'est laisser cette personne être qui elle veut être sans jamais essayer de la changer, la prendre 100% comme elle est. Et si t'en es pas capable, juste aime-la de loin en fait. C'est vrai. Et ça, c'est difficile à admettre pour beaucoup de gens parce que j'ai l'impression qu'ils pensent savoir ce qui est bon pour les autres. Mais je pense Je qu'on sais est... pas ouais. ce qui est bon pour les autres. Hein. Mais parce que de manière générale, tout le monde se juge selon ses propres valeurs, selon ses propres critères de ce qui est juste ou non, en fait. Ouais. Quand tu commences à sortir de ce mode de pensée et que tu te dis, ok, ce qui est important pour moi, c'est pas forcément important pour toi. Ce qui est intéressant pour toi, ça l'est pas forcément pour moi. Et c'est ok, ça veut pas dire que ta manière de penser est juste, la mienne est injuste. Enfin, tu vois, en fait, chacun a sa manière de penser, chacun a ses priorités. Et de toute façon, il n'y a pas deux personnes au monde qui ont exactement les mêmes valeurs, les mêmes priorités à 100%. Ça n'existe pas. Je suis tout à fait d'accord. C'est le problème de notre société actuelle. J'en discutais ce matin avec J.C. Kurdali, qui a écrit un livre sur la vie intentionnelle, justement, tu vois. C'est que tu peux plus avoir une opinion, tu peux pas avoir un choix de vie sans que tout le monde y vienne de son grain de sel sur c'est bien, c'est pas bien. Et je trouve qu'on a perdu en tant que société de plus en plus cette capacité à dire l'autre a le droit de faire différemment de moi du moment qu'il ne m'impose pas son truc, ce qui devrait être la norme, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut, vit sa vie, du moment qu'il ne fait pas du prosélytisme et essaie d'emmerder tout le monde. Et aujourd'hui, dès que quelqu'un dit quelque chose, non, tu peux pas dire ça. Mais si, il peut, du moment qu'il essaie pas de te l'imposer, en fait. Ah, tu parles un peu de la woke, la culture woke. Même pas que, parce que c'est vrai dans tous les domaines de vie, Ouais. tu vois. Quand t'as tous les entrepreneurs qui imposent aux salariés de changer de vie, ou quand t'as tous les salariés qui disent aux entrepreneurs qui sont tarés, ça n'a rien à voir avec le wokisme. Et c'est le même problème, tu vois. Ce problème, il est sociétal. On n'a plus le droit de vivre pour soi. C'est très vrai. Il faut rentrer dans le moule, tu vois. Moi, le moule, il m'emmerde. C'est très vrai. Franchement, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord d'un côté comme de l'autre. Mais d'un côté, je pense que ça montre une grande insécurité. Je pense que quand tu as confiance en toi et en tes choix personnels, t'as pas besoin de les imposer aux autres. Ouais, je suis d'accord. Et t'as pas besoin de convaincre les autres que tes choix à toi sont les bons choix. Ou que... Peu importe de quoi il s'agit, en fait, quand tu cherches à l'imposer aux autres, c'est qu'il y a une part de toi qui se sent insécure, qui a besoin d'être assurée que tu as fait le bon choix. Donc finalement, si vraiment tu te fais confiance et si tu vis pour toi et si tu es aligné, bah, tu vis ta vie et puis tu respectes le fait que chacun fasse comme il veut, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour moi, le wokisme est juste un symptôme de tout ça, tu vois. Quand je vois quand je vois des extrêmes de wokisme ou d'anti-wokisme d'ailleurs, pour moi je le mets dans le même sac, j'ai l'impression de voir un échec d'une société. C'est-à-dire que un mouvement qui, de base, était là pour protéger les singularités, donc des gens qui rentrent pas dans le moule, qui sont atypiques, qui sont différents, qui vivent la vie autrement, pour les protéger, et en tant que société, en fait, une société évoluée protège ces singularités, est devenue, les singularités imposent leur vision au monde. Qui est, pourtant, t'as 80% de gens qui sont pareils, et t'as 1% qui disent non, soyez comme ça. C'est, dans les deux sens, pour moi, c'est une erreur. C'est mon opinion personnelle, je suis pas sociologue, je suis pas psy, je sais pas ce qu'ils vivent, ces gens. Voilà, tu vois, c'est à mettre entre guillemets, tu vois. Mon avis vaut pas plus que celui de la psychologie de comptoir, tu vois. Mais je pense qu'on devrait tous avoir le droit d'être nous-mêmes, en fait, juste. Qu'on nous foute la paix. De toute façon, ce droit, on doit se le donner à nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on attende que les autres nous le donnent. Et parce que de toute façon, les autres, beaucoup de gens vivent de manière insécure. Beaucoup de gens ont besoin d'être rassurés. Et je trouve aujourd'hui qu'il y a très peu de gens qui vivent vraiment en alignement, vraiment en sécurité avec eux-mêmes. Et qui se sentent libres de leur choix, sereins de leur choix et qui n'ont pas besoin de l'imposer aux autres, en fait. Il y en a très peu. Et il faut se dire que finalement, quand quelqu'un remet en question tes choix ou te shame, te blâme, te culpabilise parce que t'es différent de lui, c'est que t'as réveillé quelque chose chez lui, t'as réveillé une insécurité, le simple fait que tu sois toi-même, ça a réveillé une insécurité chez lui à tel point qu'il a besoin de te rabaisser, il a besoin de te culpabiliser, de te remettre en question. Donc ça en dit tellement plus sur la personne que sur toi, finalement. Ça me fait penser aux notions de courage et de vulnérabilité qui sont utilisées par Brené Brown. Je l'adore. Je suis très très fan, j'ai beaucoup utilisé son travail, ça m'a beaucoup aidé.
Ouais. Et elle a cette définition merveilleuse de la vulnérabilité, c'est le fait d'être soi dans l'incertitude de la réaction de l'autre. J'adore. Et J'adore, ouais. tu vois, je vais être moi quoi qu'il arrive, je sais pas comment tu vas le prendre, mais je vais être moi. C'est ça être vulnérable finalement, c'est juste, c'est pas je me mets à nu et je suis fragile, c'est pas cette notion de vulnérabilité qu'on entend dans le langage courant, c'est juste je suis pleinement moi et je sais pas trop comment ça va se passer. Quoi. C'est possible que ça se passe. Peut-être tu vas pas aimer quoi. Peut-être tu vas pas aimer, peut-être que tu vas me rejeter, tu vois. Mais en tout cas, je décide quand même d'être moi et c'est la plus grande forme de courage qui existe finalement. Mais de toute façon, pas de courage sans peur, pas de courage sans honte, pas de courage sans vulnérabilité. Totalement. Mais sinon, c'est pas être courageux en fait. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je pense que, tu vois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on parlait d'affronter ses peurs et de faire des choses qui nous drainent parce qu'elles nous demandent de sortir de notre zone de confort. Quand tu fais quelque chose, quand tu affrontes tes peurs et que tu sors de ta zone de confort, parce que tu fais quelque chose qui est vraiment aligné à tes valeurs, à ta vision, à tes rêves, t'es courageux en fait. Quand tu fais quelque chose qui te draine parce que tu te sens obligé de le faire, parce que t'as une pression de ta famille, de la société, ou que tu te sens sous pression mais que t'es pas aligné avec ce que tu veux vraiment faire, c'est une forme de souffrance que tu t'infliges à toi-même, tu vois. Et finalement, quand tu sors de ta zone de confort et par exemple toi quand tu parles en public ou moi quand je parle en public, ça me demande vraiment du courage, tu vois. C'est un vrai courage que ça me demande. Pour d'autres personnes, peut-être que c'est plus... je sais pas s'il y a des personnes pour qui c'est vraiment naturel de parler en public. Je trouve que c'est vraiment... Naturel dans la performance, je pense pas. Mais il y a des gens qui n'en ont pas peur. Il y en a qui ont pas peur. Donc ils font naturellement, ils s'en foutent quoi. Après ils sont peut-être pas bons non plus, hein, mais ils s'en oui, foutent. c'est vrai. Mais si ça peut rassurer des gens qui nous écouteront, qui nous regarderont, moi aujourd'hui je me retrouve quand même régulièrement à faire des confs devant 20, 50, 80 personnes. Des fois c'est des gens plus débutants à qui je viens un peu ramener ma science, c'est plus facile ça. Des fois c'est devant des pairs, tu vois, où je viens expliquer ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait. Là c'est plus dur. Là c'est plus challengeant. Faut quand même savoir qu'aujourd'hui je suis capable de faire ça. Moi il y a quelques années, quand je faisais mes études, j'ai séché un semestre entier d'une matière pour pas passer devant la classe. La prof ne savait pas qui j'étais. J'ai appris qu'il fallait parler devant les autres. J'ai séché tout le semestre. Mais je me reconnais tellement dans ça. Mais c'est vraiment parce que ouais, ça fait peur. Non, j'avais des palpitations. Oui, il y a quelques années encore, on m'invite à faire un talk devant des étudiants. Je me sentais pas bien avant d'y aller. Je me mets en chemin. J'arrive devant la porte. Je fais une crise de panique. Je rentre chez moi. Je vois un message, je m'excuse. C'est désolé, je suis malade. Crise de panique, pas possible, juste. Et après, aujourd'hui, ça nourrit mon business, ça nourrit mon ambition, ça nourrit ma vision. C'est devenu assez important pour moi pour que je dépasse ma peur. J'ai toujours aussi peur, mais je suis largement capable de le dépasser. Et à l'époque, en fait, c'était pas assez important pour que je me challenge. C'est intéressant ça. Je préférais faire ma crise de panique et rentrer à la maison. Tu vois, ça c'est super intéressant, je trouve, parce que ça revient à prioriser et à se dire, déjà, pourquoi est-ce que te confronter à une peur si vraiment t'es pas connecté à ça n'a pas de sens, ouais. Si ça n'a pas de sens, si ça n'a pas de raison d'être. Parce que ça te demande une énergie de dingue, en fait, pour affronter ça. Bien sûr, mais c'est comme... Moi, j'ai peur du vide, comme plein de gens. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, tu devrais essayer de dépasser ta peur, sauter un parachute. » Pourquoi ? S'il fallait nous jeter dans les airs, on aurait des ailes. Je n'ai pas d'ailes, je reste sur le sol. Mais ça va rien m'apporter dans la vie. Et je sais que dépasser des peurs recalme ton cerveau et t'aide à progresser sur plein de sujets. Ouais. Mais je dépasse des peurs utiles dans ce cas-là. Pas des peurs qui servent à rien. Ouais, mais je me suis fait la même réflexion que toi. La peur du vide, ça s'appelle le darwinisme. C'est pour survivre. C'est pour pas qu'on saute. Je dépasse pas ce truc-là. Et après, à côté de ça, tu vois, je suis un passionné de montagne. Quand je suis en moyenne montagne avec 1000 mètres de vide, ça me plaît assez, donc j'y arrive. Mais jamais de la vie, tu me feras sauter d'un avion. Ça va pas la tête. Pourquoi faire ? Bah, je me suis dit la même chose que toi. Hein. Moi aussi, je pourrais pas le faire. Et puis, en fait, c'est ça, c'est pourquoi le faire. Après, c'est vrai, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui disent le fait de confronter ce qui te fait le plus peur et de voir qu'en fait, il n'y a pas de danger, bah, ça recalibre un peu ton cerveau, ça reformate ton cerveau. Dans le vide, il y a un danger. Mais il y a clairement un danger. Parler et moi, devant les gens, il n'y a pas de vrai danger. Franchement, moi, personnellement, je pense que je saute dans le vide, je m'évanouis. Hein. Vraiment. Non, mais je suis plus consciente, c'est sûr. Mais ouais, je suis d'accord avec toi.
Je pense qu'il faut différencier le danger irrationnel de par le fonctionnement de notre cerveau humain qui fonctionne comme au préhistorique. Et en fait, parler devant les gens, c'était risquer de se faire ostraciser de la tribu et donc mourir. C'est ça. Et aujourd'hui, si je me tape la honte sur un talk, je meurs pas. De toute façon, tout le monde a oublié au bout d'une semaine. Donc, c'est une peur irrationnelle. C'est ça. Mais le cerveau, il l'intègre comme ça. Mais sauter dans le vide, par contre, c'est une peur très très rationnelle. Hein. Je saute pas. Ça va pas là, tu sais, quoi, faut me pousser. Et encore, même tu me pousses, je te tape. Moi non plus, je saute pas. Mais après, ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, il faut choisir. Il faut choisir, comme on dit... choisir ses combats. Choisir ses combats et choisir ce qui va le plus t'apporter, ce qui va avoir le plus d'impact. Et te faire un plan d'action et te dire bah ok, la première étape ça va être ça, je vais y aller petit à petit et je vais pas me dire que bah si j'ai peur de parler en public, c'est pas au bout de 1 ou 2 talks que je vais me dire ah, c'est bon, je maîtrise le truc à fond. Il faudra 100. Il en faudra 100 et des centaines et après bah en fait ça deviendra une seconde nature. C'est comme nous avec les vidéos et avec le podcast, tu vois, enfin je sais pas pour toi. Je sais pas toi, mais moi j'ai plein de gens qui me disent ouais, t'es super à l'aise en vidéo, c'est plus facile pour toi. Alors t'as pas vu la première vidéo. Ouais. 1 minute 30, j'ai dû la refaire 9 fois parce qu'en fait, sur le premier enregistrement, j'ai fait une crise de panique, j'ai dû m'allonger par terre, les jambes en l'air, j'arrivais plus à parler. 9 fois pour un truc d'1 minute 30 nul. Sauf que les gens ne voient pas, ils regardent aujourd'hui. En fait, il y a 800 vidéos entre les deux. Ouais, c'est ça. Et forcément, au bout de 800, c'est plus facile, quoi. Hein. Mais bien sûr, il faut tellement de répétitions d'une même tâche, d'un même enjeu pour pouvoir arriver à un stade où tu te dis ok, bah je suis à l'aise, tu vois. Moi c'est pareil, on me dit mais t'es à l'aise en vidéo, etc. Mais d'ailleurs j'ai laissé toutes mes premières vidéos, j'ai rien supprimé pour qu'on puisse voir en fait à quel point c'était cringe, c'était awkward. Moi, elles sont non répertoriées, mais je les envoie régulièrement à mes clients. Ah c'est bien, pour qu'ils voient que en qu'ils se rendent compte. C'est important. C'est important parce que, et je pense que c'est pareil dans tout, quand quelqu'un a accompli quelque chose que tu admires, ça peut être quelqu'un qui a un trait de personnalité ou qui a développé une compétence que tu admires et que tu aimerais avoir, on se rend pas compte de toute la répétition qu'il y a derrière, de tous les moments où cette personne, elle était en échec ou qu'elle n'a pas eu les résultats qu'elle voulait et où elle a continué jusqu'à ce que ça devienne... une seconde nature pour elle. Je pense que c'est bien qu'il y ait actuellement tous ces reportages sur des grands artistes, des grands sportifs, des grands entrepreneurs, tu vois, et qu'on montre l'envers du décor. Et ce que je disais, tu vois, c'est que ça dépend encore une fois de ce que tu veux atteindre. Si tu veux être le meilleur du monde, tu vas devoir avoir 1000 fois, 1 million de fois plus de souffrance que tout le monde, parce qu'on ne devient pas le meilleur par hasard. Si tu veux être moyen plus, bon, te fais pas mal, quoi, ça vaut pas le coup. C'est de la même façon que si tu veux devenir le numéro 1 mondial sur marathon ou si tu veux faire un footing le dimanche avec ta mamie, c'est pas les mêmes enjeux, quoi. Et aujourd'hui, on décide de ce qu'on veut et ensuite on découvre les enjeux. Et je pense que ça serait intéressant de se poser une question différente. Tu vois, qu'est-ce que je suis prêt à faire ? Ok, à partir de là, qu'est-ce que je peux raisonnablement obtenir ? C'est vrai. Je trouve que ce qui est important aussi, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire et qu'est-ce que je peux faire sur le long terme, tu vois. Moi, personnellement, je sais pas pour toi, mais un truc qui a tout changé pour moi, c'est d'arrêter de réfléchir sur le court terme. C'est-à-dire d'arrêter de me dire comment est-ce que je peux accomplir ce que je rêve d'accomplir en 1 an, tu vois. Et ça peut paraître paradoxal parce que je sais que beaucoup d'entrepreneurs disent si tu veux avancer, si tu veux accélérer ton process, demande-toi comment tu peux accomplir en 6 mois ce que tu aimerais accomplir en 5 ans. Moi, je trouve que ce qui a changé, c'est vraiment de penser à l'inverse de ça et de me dire comment est-ce que je peux matérialiser mes rêves, matérialiser ma vision en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans, où est-ce que je veux être dans 20 ans, où est-ce que je veux être dans 10 ans, et de me dire, en fait, c'est ok, j'ai le temps, et j'ai le temps d'échouer. J'ai le temps et l'espace de me tromper et de répéter une centaine de fois la même chose, jusqu'à ce que je trouve mon chemin et que je maîtrise... C'est Tony Robbins qui disait les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an, mais sous-estiment ce qu'ils pourraient faire en 10. C'est exactement ça. On se rend pas compte, mais 1 an, ça passe vite dans la vie d'entrepreneur. Ça très, passe très vite. super Tu peux pas vite. faire tant de choses que ça. C'est demain, 1 an. Dans 1 an, c'est demain. Mais 10, par contre, c'est... Enfin, si tu veux, en termes de temps perçu et de choses que tu peux accomplir, c'est pas 10 fois, en fait. Parce que vu que tu vas de plus en plus vite, au fur et à mesure que tu apprends et que tu itères, etc., imaginons, je sais pas, qu'en 1 an, tu peux faire 3 trucs. En 10 ans, c'est pas 30, en fait, c'est 100. C'est ça. Parce que tu vas de plus en plus vite. Et j'ai tendance à être un peu... Moi, si tu veux, dans ma vision de l'avenir,
que ce soit en termes de business, de vie perso, de plein de choses, j'ai toujours été très pessimiste sur le court terme et très optimiste sur le long terme, tu vois. Bah, je pense que c'est la clé. Je pense que Je sais pas si c'est la clé, mais moi, ça m'aide. Ça t'aide et tu trouves que concrètement, dans les résultats que tu as, est-ce que tu vois que ça... C'est plutôt cool. En fait, j'anticipe le court pour le pire, mais ma vision est toujours orientée vers le meilleur, tu vois. Et je me dis toujours, les 6 prochains mois, ça va être chaud, hein. Mais vraiment, quand je me dis à 10 ans, je fais, ça va être tellement facile d'ici là. Ouais. Tu vois, c'est vraiment, j'ai ce double truc. Bah, je pense qu'aussi, c'est ça le but, c'est de peut-être d'avoir des périodes, comme tu disais, où tu travailles peut-être plus que d'habitude, où tu crées des systèmes, des process, tu mets des choses en place, des piliers en place qui te permettent d'avoir un édifice qui tient sur le long terme et qui peut tenir sans toi, en fait. Puis il faut vraiment avoir des périodes de contraction, des périodes d'expansion. Période de contraction, tu bosses moins, tu te replies un peu sur toi, tu réfléchis, tu prends le temps, tu souffles. Période d'expansion, ok, c'est bon, c'est le moment, 10 heures par jour, on y va, on va build des trucs, tu vois. Mais une fois que les trucs sont construits, faut souffler. Faut du recul, en fait. Et ça nous amène à un autre sujet dont je voulais absolument te parler, tu vois. S'écouter, s'équilibrer, chercher son alignement, se déséquilibrer, construire, se reposer, tout ça. Il y a aussi une forme d'amour de soi derrière ça. C'est à quel point je m'aime, je me respecte, je me tolère, je me soutiens. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de faire pour eux-mêmes ce qu'ils feraient pour autrui. Mais 100%. Mais je pense que c'est le cas de la plupart des gens, tu vois. On ne réalise pas, on n'est pas conscient qu'on a une relation avec nous-mêmes. C'est assez fou à quel point on considère que notre personne, en fait, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est totalement acquis. En fait, quand on construit une relation avec quelqu'un d'autre, on va vraiment mettre du temps, de l'énergie, on va investir, on va s'efforcer vraiment de répondre, de s'engager, de répondre à nos engagements auprès de l'autre, de lui donner de l'attention, ça peut être peu importe en fait le type de relation, mais on va vraiment s'investir. Alors qu'avec nous-mêmes, c'est totalement différent. On se néglige énormément, on se rejette, on prend notre relation à nous-mêmes complètement pour acquise. On fait pas du tout d'effort, tu vois. Et on se dit, ok, là, je m'engage sur ce truc-là avec moi-même, mais c'est bon, demain, je vais négocier avec moi, je vais pas répondre à l'engagement que j'ai pris auprès de moi-même, parce que c'est pas important. Et finalement, on accumule petit à petit de plus en plus de preuves qu'on n'est pas quelqu'un d'important pour nous-mêmes. Et on s'étonne de pas avoir confiance en nous, on s'étonne de chercher de la validation, de la sécurité auprès des autres. Mais c'est normal, tu te négliges. Parce que tu considères que t'as pas de relation avec toi-même. Mais quand tu commences à te remettre au centre de ta vie et te dire, là, dans les 5 prochaines années, je vais tout faire pour trouver mon chemin, pour prendre soin de mon corps, de mon esprit, de mon travail, de mes relations. Et ça va être dur et il y a des moments où ça va être difficile, mais je vais le faire parce que c'est important pour moi et parce que je me donne de l'importance. Tu accumules des preuves que tu as de la valeur pour toi-même, en fait. Il y a un concept de finance personnelle qui est très connu, qui fait le fait de se payer en premier, à savoir je me paye d'abord moi, parce qu'en fait, vu que mes créanciers, j'ai pas le choix, je trouverai toujours un moyen. Alors que si je paye mes créanciers d'abord et qu'il reste que moi je vais pas trouver de moyen, donc il me reste rien. Et ce concept, moi je l'applique pour mon temps personnel aussi, et c'est un truc que j'enseigne beaucoup à mes clients. C'est ta journée doit se décomposer sur d'abord toi, ensuite ton entreprise, ensuite tes clients. Pourquoi est-ce que je mets les clients en dernier ? Pas parce que je dois pas leur donner de temps, mais parce que vu que j'ai pas le choix, je trouverai de toute façon le temps. Alors que si c'est moi en dernier, je me fais passer à la trappe. Parce que j'ai le choix, je peux le faire. Ça, c'est triste, mais et du coup je m'arnaque en fait. C'est trop intéressant ce que tu viens de dire sur le choix. J'avais pas pensé à ça sous cet angle-là. C'est vrai que on se donne le choix quand il s'agit de nous. Alors qu'avec les autres, on se donne pas le choix. Et c'est trop vrai. Moi, je trouve que dans mon expérience personnelle, ça a tout changé de me mettre en premier, de prendre du temps pour moi dès le début de la journée, de me dire, ok, là, je viens de me réveiller, je vais pas répondre aux demandes de l'extérieur, je vais pas être en réactivité auprès des autres, mais plus en présence auprès de moi-même. Et c'est vrai que ça change tout, je suis d'accord. Moi, je me lève en général. Alors moi, je suis un lève-tôt, je me lève entre 4 et 5 heures. C'est bien. Mais j'ai pas de réveil, c'est juste mon rythme en fait. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de truc, voilà. Juste mon rythme naturel. Tu te couches tôt ou pas ? Ouais, très, je me couche à 21h. Voire 20h, ouais. C'est incroyable ça. Ah non, moi, T'as toujours été comme ça ?
pas à ce point-là, mais j'ai toujours eu tendance quand même à être comme ça, tu vois. C'est trop bien. Avant, c'était coucher 22h30, 23h, lever 6h, tu vois. Mais c'est un peu décalé, c'est mon rythme naturel. Et je me lève le matin. Moi, par contre, tu vois, routine matinale, machine à café, ordi, Slack, Facebook, LinkedIn, machin. Je traite toutes les notifs. Ce que tout le monde ne dit pas faire. Mais une fois que j'ai fait ça, déjà, j'ai le cerveau en ébullition, donc là, je vais faire du contenu. Ensuite, je ferme l'ordi et je me casse au sport. Bah, mais tout est traité, tu vois. J'ai expulsé toutes les urgences, déjà. Et moi, ça me soulage. Ouais, ça, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a tellement d'approches différentes à ça. Il y a quelque chose que je trouve hyper intéressant, c'est de travailler sur ce qui est le plus difficile dès le matin, tu vois, ou ce qui est le plus challengeant ou le plus impactant dès le matin. Je trouve que ça te crée un momentum, ça te crée des victoires, en fait, dès le début de la journée. Et en fait, tu avances dans ta journée avec beaucoup plus de sérénité en te disant « Ok, là, j'ai fait le plus dur. Tout ce qui va venir après, en fait, je vais y arriver. » C'est aussi une histoire de jauge de volonté. Plus la journée avance, plus tu as épuisé ta jauge de volonté. Si à la fin de la journée, tu mets un truc qui demande de la volonté, c'est mort. C'est vrai. Moi, quand je vais au sport le soir, 9 fois et demi sur 10, ça passe à la trappe. Ouais, le soir, c'est difficile. Hein. J'arrive pas. C'est trop facile de négocier avec soi-même le soir. Mais moi, le soir, la négociation elle est rapide. Hein. Bon, on va au sport, on fait Netflix. Allez, salut, hein, Netflix. Ouais, c'est vrai. Mais attends, tu viens de bosser toute une journée. T'as le choix entre aller se faire mal à la salle ou mater The Big Bang Theory. Excuse-moi, le choix, il est vite fait. Hein. Bah, c'est ça, le soir, volonté, on a besoin moi. de... Non, mais franchement, je suis totalement d'accord. C'est vrai que les tâches, les activités qui vont avoir le plus d'impact, le plus de valeur dans ta journée, il vaut mieux les faire le matin. Comme ça, c'est fait et t'avances dans ta journée. Et après, il y a aussi savoir prioriser les activités, tu vois. Si tu te définis plus comme entrepreneur, ton seul job essentiel, c'est faire rentrer du cash dans ta boîte. Si tu te définis plus comme créateur, ton seul job essentiel, c'est créer. Si tu es un CEO et qui gère ses équipes, ton seul job essentiel, c'est veiller à ce qu'ils aillent bien et que tout aille droit. Juste, en fait, choisis qui tu veux être. Pour moi, c'est un challenge, ça, parce que je fais plusieurs choses, mais je suis totalement d'accord avec toi. Plus t'es clair sur tes priorités, ou ta priorité, plus tu peux te focus, en fait. Et je trouve que le focus, ça, c'est vraiment la clé la plus importante. Plus t'es capable de porter ton attention pendant un certain temps sur ta priorité du moment, plus tes outputs ils deviennent intéressants, tu vois. Complètement. Parce que ton attention, c'est ton bien, enfin, c'est ta ressource la plus précieuse, quoi. Les gens te découvrent, toi, beaucoup plus par les réseaux sociaux ou par ton podcast ? Je dirais par les réseaux sociaux. Okay. Le podcast, alors, aussi par le podcast, mais en premier, je dirais que c'est par les réseaux sociaux. Ouais. Donc toi, c'est réseaux sociaux, podcast, coaching, formation. C'est ça. Ok. Je dirais que, alors, ces réseaux sociaux, les gens qui travaillent avec moi en coaching ou qui s'inscrivent à mes formations, très souvent, ils me connaissent à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est surtout par les réseaux sociaux. Ouais. Ok, intéressant. Ouais. T'as beaucoup développé tes réseaux sociaux. Tu me disais plus grosse communauté sur TikTok, mais même Instagram. T'as quand même beaucoup de gens qui te suivent. Ouais, c'est surtout sur TikTok. Enfin, j'ai commencé sur TikTok. Ouais. C'était il y a 2 ans. 2 ans. Franchement, 2 ans et quelques. J'ai commencé sur TikTok et en fait, au bout de quelques mois, ça a commencé à prendre sur TikTok. Au début, je faisais tout en anglais parce que je me disais, il faut que je touche plus de personnes. Donc, j'avais envie de parler à un maximum de personnes. Finalement, j'ai switché au français et ça a commencé à prendre sur TikTok. J'ai pris quand même 6 mois. Ça faisait 6 mois que je faisais des vidéos sur TikTok. Tous les jours, je postais peut-être entre 3 à 5 fois par jour. Avant de me lancer sur Instagram. Tellement j'avais peur du regard des autres parce que je me disais, mais pas du regard des autres, pas du regard de n'importe qui, j'avais peur du regard des personnes que je connaissais. Et c'était même pas des personnes qui étaient proches, c'était pas des personnes de mon entourage proche, mais c'était des personnes qui me connaissaient et que je connaissais. Et donc, pendant 6 mois, je me suis dit, non, il faut que je me lance sur Instagram. Ça va servir mon rêve, ça va servir ma vision. Je vais pouvoir servir les autres beaucoup plus aussi en étant sur Instagram. Mais j'avais ce blocage et je me disais, non, on va me juger, les gens vont se moquer de moi, etc. Et en fait, il y a un moment où je me suis posée et je me suis dit, est-ce que tu vas laisser l'opinion des autres t'empêcher de vivre tes rêves, t'empêcher
Parce que je savais qu'en me lançant sur Instagram, ça allait aussi marcher à un moment donné, même si ça prendrait plus de temps, c'est ok, tu vois. Mais je me suis dit, il faut pas t'empêcher de faire ce qui te plaît, ce qui te passionne, parce que certaines personnes vont trouver ça ridicule, et c'est normal. Il y aura toujours des gens, c'est impossible de plaire à tout le monde. Il y aura toujours des gens qui vont trouver ce que tu dis ou ce que tu fais bizarre ou ridicule ou anormal, enfin peu importe finalement, tu vois. Mais tu le fais pas pour eux, tu le fais pour les autres, pour ceux qui résonnent avec tes messages ou qui ont besoin de ton expertise ou qui, tu vois. Je pense que très vite en tant qu'entrepreneur ou créateur, moi je différencie un peu les deux, tu vois. Le créateur est là pour créer et il monétise, l'entrepreneur il est là pour faire du business et il crée parce qu'il faut bien, quoi. Mais l'un ou l'autre, tu vas être exposé médiatiquement, tu vas prendre la gueule en fait. Et le seul moyen de pas prendre la gueule, et encore, en vrai ça évite pas toujours, c'est d'être lisse et chiant et de jamais prendre position sur rien. C'est vrai. Ce qui nourrit pas ni la création ni le business. Et ça te nourrit pas toi. Ouais, non, c'est atroce en plus. C'est horrible. Mais du coup, il faut juste s'habituer à ce que, en fait, le monde est peuplé de cons. Ouais. Sur Internet, ils sont surreprésentés. Et en plus, ils se sentent en sécurité derrière leur ordi avec des pseudos. Et plus tu crées, plus t'es vu, plus tu t'es insulté. Ah, mais c'est incroyable. Moi, les vidéos qui marchent le mieux, c'est celles où je me fais le plus insulter. Ouais, moi aussi. C'est incroyable. On dirait qu'ils se sont tous retrouvés, ils ont pris rendez-vous, ils se sont dit « Ah, cette vidéo, elle marche bien, bah allez, on va la descendre. » Le pire, c'est sous les pubs. Moi, je fais de la pub. Ok, ça c'est intéressant. Les pubs Facebook, c'est un enfer. Ouais. 10 fois par jour. Escroc, meurtre, connard, menteur. Non. C'est à cause des gens comme vous que le monde s'effondre. Retourne chercher un vrai travail. Toute la journée. C'est pas vrai. En fait, si tu veux, les 3 premières fois, ça t'énerve. Et puis ensuite, moi, c'est devenu un automatisme. C'est comme à l'épicé, tu vois. Bloquer, supprimer, bloquer, supprimer, bloquer. Je lis, mais sans lire, en fait. C'est ça, il faut plus lire. Enfin, c'est difficile. Je dis ça, mais franchement, c'est difficile de pas lire. Mais... c'est normal, ça va avec. Et ça, plus vite tu le comprends, mieux c'est. T'as Tim Ferriss qui avait une théorie là-dessus, je crois que ça vient de lui, qu'il appelait Small Town Theory, il me semble. Si tu vis dans un village de 100 personnes, a priori il y en a 99 que t'aimes bien, il y en a un que t'aimes pas trop, mais c'est pas grave, il est au fin fond du village, tu t'en fous, tu le croises jamais. Donc quoi que tu dises, t'es dans ton village de 99 personnes, entouré de tes copains, tout va bien. Si maintenant tu transposes à une ville de la taille de New York, t'as des gens qui veulent te tuer, t'as des gens qui t'aiment beaucoup trop, t'as des gens qui t'aiment pas, t'as des gens qui sont fous, t'as des gens qui sont malades, t'as des gens qui ont des opinions différentes des tiennes, t'as des gens qui sont d'accord avec toi, t'as des gens qui s'en foutent de toi. Et en fait, ce qui était sous-représenté sur un village de 100 personnes devient beaucoup plus grand à l'échelle d'une ville de 10 millions de personnes ou de 20 millions de personnes. Et donc forcément, quand t'es suivi par 100 personnes, tout le monde t'aime. Quand t'es suivi par 10 millions de personnes, t'as au moins 3 sociopathes qui découpent des photos de toi pour mettre dans leur chambre. Et c'est vrai, juste by design, tu vois, c'est un reflet de la population, quoi. Et plus t'es suivi, plus t'auras de fous. Mais il y en a peu, mais juste ils font plus de bruit que les autres, quoi. Et faut juste l'accepter comme faisant partie du métier, quoi. Ça fait partie, en fait. Je pense que une des croyances qui nous limite le plus, un des plus grands mythes, c'est de se dire l'être humain doit être qu'une seule chose, ou en fait, dans la nature de toute chose, il y a une sorte de polarité, tu vois. Il y a un côté... il y aura toujours des gens qui ne t'aimeront pas, il y aura des gens qui t'aimeront, il y aura toujours du bon et du mauvais, on va dire. Même à l'intérieur de nous, dans notre nature, on a un côté sombre, on a un côté lumineux. Enfin, je veux dire, on n'est pas qu'une chose, tu vois. On n'est pas que gentil, on n'est pas que... On a une polarité, donc finalement, je trouve que se dire que tout le monde doit m'aimer ou tout le monde va me détester, ça n'a pas de sens d'un côté comme de l'autre, tu vois. Y a des gens qui... Quand tu prends la parole en public, dans le public, comme tu dis, c'est exactement ça, il y aura une partie qui va trouver ce que tu dis inintéressant. Et il y aura peut-être une grande partie qui va trouver ça incroyable. Et c'est ok. En fait, le problème qu'on a, c'est qu'on se focalise souvent sur la petite partie qui va trouver ça inintéressant. Et on pense à eux quand on est en train de parler. Au lieu de penser à tous ceux que ça va aider, tu vois. Donc, je sais plus qui disait ça. Je crois que c'était Oussama Ammar qui disait vu que j'ai jamais cru à l'amour des gens, c'était plus facile de ne pas croire à leur haine. Et en fait, se dire que sur Internet, des gens qui t'aiment un peu trop, c'est pas plus vrai que les gens qui te détestent.
C'est vrai, ouais. C'est des relations parasociales, en fait. C'est pas des vraies relations. Et il peut t'arriver les pires bad buzz du monde. En fait, quand tu rentres chez toi, ta famille, tes amis proches, ils te traitent de la même façon. Et en fait, ils sont même pas au courant limite de ce qui se passe. Tu vois, ils s'en foutent. C'est vrai. Et je pense que justement, une clé pour tenir et pour être aligné dans la création de contenu, c'est justement de se dire, je vais pas laisser les critiques atteindre mon cœur, mais je vais pas non plus laisser les flatteries me monter à la tête, tu vois. C'est pas facile, hein. D'un côté comme de l'autre, ouais, c'est super dur, parce que bon, ça fait du bien d'avoir des compliments, tu vois. Même, en termes de cerveau humain, ouais. On n'est pas câblé pour avoir autant d'attention et autant de marques de reconnaissance. C'est vrai. En termes de dopamine, ça nous grille le cerveau, tu vois. Donc très vite, il faut s'en distancier, parce que juste, ton système de la récompense n'est pas câblé pour recevoir du faux amour d'autant de gens. Et donc soit tu t'en éloignes, soit forcément ça te fait griller le crâne, quoi. Toi, tu le vis comment, le fait de faire du contenu, de recevoir des... J'imagine que tu dois aussi recevoir des messages. J'ai autant de fans que de haters. Je reçois autant d'amour que de haine. Je suis quand même encore un peu flatté, un peu content de moi-même quand je reçois beaucoup de compliments. Et je suis un peu vexé quand je reçois plus de méchants commentaires. Mais plus ça va, plus j'essaie de m'en distancier, tu vois. J'essaie de pas corréler mon impression de réussite au compliment et pas corréler mon impression d'échec au contraire. C'est pas facile, plein de fois j'y arrive pas. Plein de fois j'ai un peu trop d'autosatisfaction quand on me dit des choses gentilles. Plein de fois je me sens un peu mal quand on me dit des choses méchantes. Mais plus les années passent, moins j'ai ce truc. Bah, je trouve ça super intéressant. Ça me fait penser à une autre question que je suis très curieuse d'avoir ton avis là-dessus. C'est... Désolée, là, je prends la posture d'intervieweur. Mais c'est plus sur la question de vendre quand on est créateur de contenu, quand on a une certaine... Tu vois, moi, je vois auprès de ma communauté, dès que je commence à vendre quelque chose... Alors, là aussi, j'ai pas envie d'être injuste et de me concentrer que sur une minorité de personnes qui vont être pas contents. Mais je trouve ça super intéressant... de voir qu'il y a des personnes qui sont offensées quand on vend quelque chose. Comme si c'était... Tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Et en fait, c'est exactement ça. Et du coup, moi, je me suis rendu compte que j'avais une peur qui s'est formée de me dire, j'ai peur que les gens pensent que... je suis vénale. Que je suis vénale. Alors qu'en fait, je trouve ça assez hallucinant, vu la quantité de contenu gratuit que je poste, de me dire, bah en fait, pourquoi tous les créateurs très suivis sur les réseaux ont le même problème. C'est vrai ? Ouais. Moi, je suis entrepreneur avant d'être créateur. Je crée du contenu pour m'amener des clients. Ça a toujours été très clair. Donc, en fait, quand je vends, tout le monde trouve ça normal. Les gens qui ont commencé à créer et qui ensuite ont voulu monétiser leur création, il y a une espèce de relation qui se crée avec l'audience, tout était toujours gratuit. Ah, il y a un truc en vente. Ah, voilà, elle est comme tout le monde, je le savais. Encore un qui a été perverti par le méchant capitalisme. Il y a un moment, juste, c'est soit de ça, soit de je vends votre attention à des sponsors, au choix. Donc soit je vous fais un bon produit sur un sujet que je maîtrise, qui va vous aider à grandir, et que vous n'êtes pas obligé d'acheter, je vais continuer à faire du contenu gratuit. Exactement. Soit de vous m'emmerder, et je vous vends des sponsors NordVPN en fait. Et je vous colle du NordVPN à la gueule. Et qu'est-ce qui est le mieux ? Est-ce que vous préférez que je développe ma pensée construite et positive d'un sujet qui vous intéresse, que personne ne vous force à acheter. Tout mon contenu devient pas payant. Ou est-ce que je vous fais des sponsors NordVPN, quoi. C'est au choix. Mais c'est ça qui est hallucinant, c'est que personne ne force personne à acheter. Je vais pas dire que c'est facile, mais tu fais le choix de créer un produit ou un service qui va vraiment aider ton audience, qui va vraiment aider ta communauté, qui répond à leurs besoins, à leurs demandes. Et en fait, c'est limite si tu te fais pas insulter parce que moi, je suis méchant tu veux gagner... Moi, je deviens con. Moi, quelqu'un qui vient me fait ouais, t'as pas honte, moi je suis une entreprise, mon but c'est le profit, hein, ta gueule. Vraiment, j'ai aucune patience. Je fais coucou, je suis là pour prendre ton argent en fait. Et juste en fait, dans un monde capitaliste qui fonctionne, pour que je puisse prendre l'argent de tout le monde le plus longtemps possible, il faut que je fasse un bon produit qui satisfasse les gens. Il faut que je leur apporte beaucoup de valeur en amont avant qu'ils achètent. Il faut que je les respecte, il faut que je les soutienne, il faut que je fasse de mon mieux et que je fasse un bon produit, une belle entreprise qualitative avec une vision long terme. Et en fait, juste, il faut remettre les choses dans le cadre. Le but d'une entreprise est de faire du profit. C'est juste que l'alignement des intérêts étant, il faut que les clients y trouvent leur compte, et donc il faut que l'entreprise soit bonne pour les clients. Sinon, c'est une entreprise qui ne durera pas. Totalement, ouais. Et donc moi, je dis ça aux gens. Là, récemment, je disais à mes clients, on a un challenge, vous achetez chez nous une fois, vous ne rachetez pas.
Donc en fait, nous aujourd'hui, on est en train de se demander comment vous prendre plus d'argent. Mais pour vous prendre plus d'argent, il faut qu'on vous amène plus de résultats, plus vite, de façon plus agréable, parce que du coup, vous allez avancer dans la vie, vous aurez des nouveaux problèmes, et peut-être qu'on pourra vous aider à les résoudre. Et si on a créé assez de relations de confiance entre nous, vous aurez envie de les résoudre avec nous. Et donc en fait, c'est toujours comprendre que le monde est profondément égoïste, les humains, les entreprises, tout. Et en fait, il faut aligner les égoïsmes. Et juste, quand toi, tu fais une formation, un coaching à quelqu'un, ça fait, tu n'as pas honte de vendre. Je te vends 10 ans d'expertise que tu vas pouvoir condenser toi en 1 heure pour que tu n'aies pas à y passer 10 ans. Si le sujet ne t'intéresse pas, t'achètes pas, point. Si tu préfères perdre 10 ans, vas-y, fonce. Bah, c'est exactement ça. Franchement, c'est exactement ça. Moi, je pense que le sujet de mon côté, c'est que quand tu aides les gens dans le coaching de vie à aller mieux, à prendre soin d'eux, à sortir de problématiques qui sont très personnelles, des blocages émotionnels, inconscients et tout, bah en fait, ils le voient comme une escroquerie si tu proposes un service payant. C'est assez hallucinant parce qu'ils se disent bah en fait, elle est pas sincère, etc. Mais c'est intéressant de voir ce que tu dis parce que du coup, c'est peut-être quelque chose qui s'applique à d'autres... C'est très, très présent ce que tu décris dans les métiers du care, de manière générale. Et moi, je leur réponds très gentiment. Alors moi, je t'explique, je suis pas pompier, je sauve pas les gens. Moi, j'ai un service à vendre. Je fais en sorte que mon service puisse profondément t'aider. Tu veux pas l'acheter, c'est pas grave. Et je suis pas pour tout le monde. Et il existe des associations, il existe des livres à 1 € sur Amazon, il existe des milliers d'heures de contenu sur YouTube, Instagram et où tu veux. Si tu veux pas payer, personne ne t'y oblige. Si tu veux pas payer, tu mettras peut-être un peu plus de temps que quelqu'un qui paye, mais tu peux quand même résoudre ton problème et tu peux quand même t'en sortir dans la vie. C'est pas achète mon produit ou t'auras une vie de merde. C'est sors-toi les doigts pour changer quelque chose de profond et qui est important pour toi. En payant des gens qui l'ont déjà fait, tu vas juste plus vite. T'as pas d'argent, c'est pas grave. Au lieu d'utiliser argent, tu vas utiliser temps. T'as pas le choix, c'est comme ça. On a argent, temps, effort. Ensuite, tu dépenses comme tu veux. Les gens qui veulent pas mettre le prix financier, ils mettront le prix en termes de temps. Je force personne à acheter, tu vois. Et je le dis aussi à nos clients, personne n'est forcé à acheter. C'est juste que si moi je dédie 10-15 ans de ma vie à résoudre un problème, il est normal que je sois rémunéré si je te fais gagner 15 ans. Je suis complètement d'accord. J'ai expliqué à de nombreuses reprises, aujourd'hui j'ai plus de patience et plus de tolérance pour ça, parce que ça me gonfle, j'ai le droit de vendre quoi que ce soit si j'ai envie, et je fais un bon produit, je force personne à l'acheter, et je continue à faire de la valeur gratuite pour tous ceux qui peuvent pas, justement. C'est exactement ça. À partir de là, je me fais pas chier, quoi. Non, mais franchement, c'est... Non, je trouve ça hyper intéressant, et surtout intéressant de voir que beaucoup d'autres personnes... Ouais, il y a plein de gens qui vivent ça, énormément. C'est intéressant, ouais. Je suis d'accord. On va essayer de populariser le message et le diffuser plus largement pour qu'il y ait plus de créateurs qui puissent être rémunérés à leur juste valeur. Moi, c'est un de mes combats. C'est que les professions du care soient vraiment payées et puissent vraiment vivre de leur métier. C'est un vrai combat parce que moi, je sais que ça a été un gros blocage pendant longtemps. J'ai d'autres amis à moi qui sont créateurs et qui... En fait, ce que je trouve assez fou, c'est que... en fait, on va se questionner, on va remettre en question... nos intentions, etc. Alors qu'en fait, on va passer des heures, des années, des heures à construire un modèle, à construire une méthode pour vraiment aider les gens à, comme tu dis, gagner du temps, gagner de l'énergie et même gagner de l'argent finalement, parce que ce serait aussi un investissement de passer par d'autres routes. Mais on finit par se remettre en question et à s'empêcher et s'auto-saboter, tu vois. Alors que... La France, c'est un problème avec l'argent de manière générale, de toute façon. Mais c'est incroyable. Incroyable. Quand tu vois qu'on a un des premiers milliardaires du monde et que nos politiques disent que c'est la honte de l'humanité, bon bah, t'as donné le ton, quoi. Non, il y a un gros problème. Alors, en fait, il y a des sujets qui sont très tabous en France. L'argent, c'est un sujet qui est hyper tabou. C'est un truc de fou. Aux États-Unis... Les Français disent pas leur salaire. Ils disent pas leur salaire. Il y a une honte autour de l'argent. C'est incroyable. Il y a un jugement aussi. Un énorme jugement, ouais. Moi, je le vois, tu vois, je fais beaucoup d'interviews et tout. Et je dis le chiffre d'affaires de mon entreprise. Je dis nos marges. Je dis plein de choses. Mais j'ai jamais dit mon salaire personnel. Pourquoi ? Parce que les gens vont juger. Et m'emmerder. Mon salaire ne regarde personne. Par contre, hors caméra, n'importe qui me demande, je réponds. Ouais. En privé, rien à foutre. Mais je le diffuse pas publiquement, c'est pas important, ça regarde personne, c'est privé.
chiffre d'affaires de l'entreprise, ça vient légitimer mon propos, ça vient me situer dans un écosystème, etc. Tu vois. Bon, ça, je veux rien dire. C'est vrai. Que je me paye 500 balles ou que je me paye 50 000. Oui, ça apporte pas de valeur que tu le dises. C'est vrai. Ça change rien. Parce qu'en plus de ça, c'est de la structuration, de rémunération, de dirigeants, c'est très complexe, tu vois. C'est trop vrai. Mais franchement, j'ai remarqué ça et en fait, finalement, c'est assez bizarre, tu vois, de se dire que tu parles pas de ton salaire, tu parles pas du chiffre d'affaires de ton entreprise, tu parles pas de tes tarifs, par exemple, en coaching ou j'en sais rien. Mais non seulement tu t'aides pas toi-même, mais t'aides pas non plus les autres qui auront aucune idée de comment se situer ou quels sont les tarifs dans le marché ou à quoi s'attendre, enfin tu vois. Et c'est pour ça que l'entourage est si important, parce que quand on est dans des micro-réunions d'entrepreneurs, en général qui fonctionnent beaucoup par niveau, tu vas pouvoir discuter avec des gens un peu plus avancés que toi, un peu moins de ton niveau, etc. Ce qui va permettre de penser des normes. Moi, il y a plein de trucs où je me suis battu pendant quelque chose pendant 3 mois pour finalement découvrir que personne ne l'avait résolu sur tout le marché français et qu'en fait tout le monde vivait la même chose. Ah ouais. Donc si j'avais su, j'aurais gagné 3 mois, tu vois. Ah, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut s'entourer. C'est hyper important, ouais. Et échanger et être transparent, je pense que ça fait gagner beaucoup de temps. Si les gens qui nous ont regardés, écoutés, ils devaient repartir avec une idée de cet échange, t'aimerais qu'ils repartent avec quoi ? J'aimerais qu'ils repartent en se libérant de cette culpabilité, de cette pression qu'ils peuvent se mettre pour savoir exactement comment faire pour atteindre leurs objectifs. J'aimerais qu'ils repartent en se disant je vais me poser, je vais prendre un papier, un stylo et me demander qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait rêver, en dehors de ce que la société ou de ce que ma famille ou mon frère ou mon oncle m'a mis dans la tête quand j'avais 10 ans, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, et qui commence à réfléchir à différentes directions qu'ils pourraient prendre pour explorer ce rêve qu'ils ont, sans se mettre la pression sur il faut que je trouve la bonne route tout de suite là, maintenant, en se disant qu'en fait c'est ok de prendre plus de temps. Arrêter de se mettre la pression en se disant dans ma vingtaine il faut absolument que je trouve mon chemin de vie, il faut absolument... En fait c'est ok de commencer à 30 ans, c'est ok de commencer à 40 ans. Si à 60 tu l'as trouvé, c'est déjà pas mal. Hein. Si à 60 t'as trouvé, c'est génial. Mais en fait c'est vraiment cette pression qu'on a sur l'âge, sur le fait de à 23 ans il faut que j'ai atteint ça, à 28 ans ça, à 35 ans ça. En fait il faut sortir de tout ça et se dire qu'est-ce qui est important pour moi, comment est-ce que je peux explorer mes passions et ce qui me fait rêver, ce qui me fait vibrer, et se dire ça prendra le temps que ça prendra, je me libère de cette pression-là. Et paradoxalement, quand on se libère de cette pression et qu'on pense sur le long terme, le chemin, il apparaît beaucoup plus clairement. Je dirais que c'est ça. Un beau message. Merci. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent un peu creuser ta pensée, ce que tu proposes, ce que tu fais, où est-ce qu'ils doivent te retrouver en priorité ? Alors en priorité, je dirais sur Instagram. Okay. @Mariam Gaderi. On mettra tout dans la description. Super, voilà. Sur Instagram, ils peuvent me retrouver aussi sur TikTok, Spotify, Apple Podcast pour mon podcast. Et puis... Podcast que je recommande, il est très bien. Merci beaucoup, c'est gentil. D'ailleurs, tu vas venir sur mon podcast, j'espère. Écoute, ça avec serait plaisir, trop bien. Pourquoi pas. Ouais, ce serait trop cool. Donc voilà, Instagram en priorité, ouais. Écoute, merci pour ton temps. Merci pour à tous toi. tes partages. Merci pour cette invitation, c'était trop cool d'échanger avec toi. À bientôt. À bientôt. Ciao, trop bien. Ce podcast est édité par Coleman Media, un label de podcasteurs spécialisé pour les coachs, les professions de l'accompagnement, les consultants. On édite des podcasts, des newsletters, des médias aux côtés de ces coachs et de ces indépendants. Coleman Media étant une branche de l'entreprise Coleman Publishing qui, elle, propose de l'accompagnement. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description. À bientôt.